Tu vois, j'étais en train de regarder ces turbos-là, et en fait, bah, je vais t'expliquer pourquoi on a changé de turbo au final. Donc de base, on avait pris ce turbo-là. Voilà. Un turbo vraiment super bien. Et en fait, ce qui se passait, c'est que de base, j'aurais dû avoir cette coque-là, sur celui-là. Tu vois. Et ce qui se passe, c'est que le vendeur, ils avaient plus ça. Donc il m'a proposé autre chose. Il m'a proposé un W-band. Donc W-band, hein, pour ceux qui savent pas, c'est deux ronds, quoi. Deux ronds, W-band 3 inches. Donc je lui fais, bah évidemment, c'est super cool. Et au final, je me suis retrouvé avec un T25. Donc T25, hein, là c'est du T3. Et là c'est du T25. Donc ça, c'est un peu petit. Tu vois, ici on a des conduits plutôt fins. Alors qu'ici on est plutôt balèze. C'est pour ça qu'au final on a changé, on avait peur que ça surchauffe un peu trop dans le collecteur. Et du coup en fait, par contre la pression arrive très très tôt, mais elle est très vite limitée. Ici on va plutôt avoir une pression qui va être plus loin dans les tours, mais ça peut monter plus haut. Tu vois, c'est la différence. Ici ça chauffera un peu moins, les gaz ont plus de facilité à circuler vu que c'est plus épais, ici c'est plus fin. Donc c'est un peu plus restreint. Celui-là, le mieux c'est de le garder plutôt pour un 2 litres. Je pense que c'est le mieux. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, mais la coquille du dessus d'admission, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Donc voilà, il y en a un qui va sûrement me dire dans l'autre, t'as qu'à prendre celui-là de celui-là pour le mettre sur celui-là, mais bon, au final, vu que c'est les mêmes turbos entre parenthèses, ben on va rester comme ça. Donc ici, Max Speeding Rod, comme je t'ai présenté la semaine dernière, qui nous a filé le turbo, donc c'est vraiment chouette de leur part, une fois de plus, et du coup, il va rester là. D'autres news, on a le moteur, et une autre news, le moteur est déjà monté avec sa boîte. Si. C'était hier à 4h du matin, avec Coupable. On a monté le moteur dans la voiture définitivement. Comme ça, au moins, eh ben, c'est fait. Ensuite, il a eu l'aimabilité de gentillesse de me ramener le faisceau complet à faire sur mesure, évidemment. Le dashboard, c'est pas ça le dashboard, ça c'est la gestion cartographique. Donc évidemment, à installer complète sur mesure. Et le dashboard. Le dashboard, est-ce que je peux te faire une présentation vite fait, bien fait? Je suis sûr, je me suis trompé. Ah si, c'est bon. Le dashboard, regarde ça. Magnifique. Ce dashboard, quand on va l'installer, il y a une multitude de trucs, d'options de dingue. Donc on verra ça, c'est la première fois que j'ai un dashboard à programmer. Évidemment, il est programmable sur PC, il faut télécharger le logiciel qui va bien. Et en fait, tu peux mettre des milliards de trucs. Normalement, il est compteur de vitesse GPS. Mais ce qu'on a aussi sur la boîte de vitesse de la... Comment elle s'appelle? Mince. De celle qu'on a là, du VR6, eh ben on a un capteur de vitesse. L'avantage, c'est que c'est pas comme dans les anciennes voitures que moi j'ai l'habitude, où c'est un câble mécanique qui vient directement jusqu'au compteur. Là, on a un câble électronique. Enfin, on a un capteur électronique. Sûrement, ça doit être un capteur à induction ou à effet Hall. Donc au final, c'est très simple à régler. Hein. Tu dis par exemple, pour tant de distance, tu prends le périmètre de ta roue, tu fais avancer ta roue, pour tant de distance, tu as tant d'impulsion par rapport au capteur, et tu dis que c'est un capteur soit inductif, soit effet Hall, et lui, paf, quand tu roules, c'est bon, tout est donné. Tout est donné. Mais de toute façon, normalement, il me semble qu'il fait compteur de vitesse GPS aussi. Ça prend les temps, ça prend... Normalement, il me semble que ça prend tout. Donc, on aura quand même une belle machine. Écoute, aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, la semaine d'avant, on avait fait la crémaillère de direction. La semaine juste avant, pas d'avant, mais juste avant, donc la semaine dernière, on a fait les fusées. Maintenant, il va falloir faire la liaison entre les fusées et la crémaillère, forcément, parce que il faut les deux pour pouvoir faire l'ajustement. Donc, il va falloir remodifier la crémaillère, mais uniquement au niveau des rotules. Vu qu'on a maintenant la bonne distance, vu qu'on a les fusées parfaites. Ensuite, il va falloir faire les barres anti-roulis, évidemment réglables, parce que en fonction du véhicule, la dureté va être plus ou moins différente, déjà entre l'avant et l'arrière, ça c'est sûr, mais en plus de ça, en fonction de sa répartition des masses et en fonction de sa masse aussi, et de la dureté de ressort, et la dureté de l'amortisseur, voilà. Donc on fait ça. Bon, la dernière fois, on s'était occupé des fusées. La fois d'avant, on s'était occupé de la crémaillère de direction. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que les deux soient en liaison. Voilà, donc je vais créer une position entre parenthèses virtuelle de la fusée avec ses emplacements de triangulation. Je vais placer la crémaillère. On va déterminer une distance de la biellette de direction, forcément pour pouvoir réallonger la crémaillère de direction
pour que ça puisse aller parfaitement. Il faut que ce soit ajustable, hein, le parallélisme. Pour que ce soit ajustable, il faut qu'on soit précis sur les dimensions. Donc là, c'est ce qu'on fait, et je pense qu'après, ce sera chouette. Maintenant qu'on a nos biellettes découpées à la bonne longueur, évidemment, faut pas se tromper de côté parce que les longueurs sont différentes. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à réajuster le tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de l'allongement sur de la barre pleine, il faut absolument tailler en pointe pour pouvoir mettre de la matière tout à l'intérieur. Comme ça, au moins, il n'y a aucun souci de résistance. Voilà, tout simplement. Bon bah super, maintenant qu'on a fait tout ça, donc évidemment la barre elle est pleine maintenant, hein. C'est comme si
on avait une pièce en une seule fois, vu que j'ai éliminé tout ce qui pourrait être air emprisonné dans l'acier, et ben maintenant on peut le remettre en place pour voir si on n'a pas de soucis forcément. On vient toujours revérifier un peu le travail qu'on fait pour être sûr et certain qu'il n'y ait aucun problème. Donc on remet en place et puis tout simplement on regarde si ça va. Voilà. Bon super, tout avance bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être s'occuper des barres anti-roulis. Eh oui, parce qu'au final, c'est quand même assez important sur ce genre de véhicule. Pouvoir aussi bien avoir de l'anti-roulis réglable est encore mieux, évidemment, parce qu'en fonction de la répartition des masses, en fonction des efforts sur la route, en fonction de ci, en fonction de ça, forcément, la barre anti-roulis va avoir une certaine dureté. Donc on va créer des emplacements avant et arrière qui vont nous permettre de pouvoir faire un ajustement différent de l'avant à de l'arrière, etc., pour qu'on puisse être le mieux possible, forcément. Moi, je pense que c'est important quand même. Je sais pas si tu es d'accord, mais oui, non?
Bon, maintenant qu'on a fini de créer les emplacements de maintien, eh ben, il va falloir les adapter au châssis tout simplement. Forcément, donc il va falloir équilibrer tout ça. Il va falloir trouver des positions qui ne gênent pas la triangulation, évidemment. Et après, il faudra installer les plaques perforées qu'on a vues, ce qui vont nous permettre de faire le réglage. On va installer ça après directement sur les triangles. Donc vous allez voir, c'est très très simple.
Alors, je sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, j'avais parlé des jantes avec les amortisseurs. Les amortisseurs, si tu veux, qui étaient un peu trop proches des jantes. Donc là, vu qu'on va créer l'emplacement de la barre anti-rapprochement, non, de la barre anti-roulis arrière, eh ben, on va en profiter pour modifier l'emplacement du maintien d'amortisseur sur le triangle. Du coup, on va l'éloigner un petit peu de la fusée pour avoir un peu plus de place au niveau de la jante. Et après, on viendra mettre le maintien réglable de la barre anti-roulis arrière, tout simplement. Bon, on vient de finir d'installer les barres anti-roulis, donc arrière et avant évidemment. Donc cette barre anti-roulis arrière, c'est celle de l'avant de la BMW. D'ailleurs, il faudra que j'en rachète pour la BMW, parce que normalement c'était pour le projet BMW, et puis j'avais que ça sous la main, et puis voilà. Donc c'est cool. Évidemment, il a fallu réadapter tout, et il a fallu faire en sorte que ce soit réglable. Tu vois, regarde, avec tous les petits points. Plus on est proche d'ici, du moment de rotation du triangle, et ben, moins l'effort sera important. Enfin, moins la barre anti-roulis va solliciter le véhicule, on va dire ça comme ça. Plus je serai proche d'ici, plus en fait on va durcir la barre anti-roulis. C'est pas la barre en soi qu'on va durcir, mais évidemment, c'est l'effet de la barre anti-roulis qu'on va durcir. L'effet anti-roulis, quoi. Donc évidemment, il faut que ce soit réglable, parce qu'on a un véhicule sur mesure, donc on doit faire des essais. Sur l'avant, évidemment, c'est exactement pareil. Donc sur l'avant, on est sur une barre anti-roulis de Golf V6, je crois. Et évidemment, pareil, hein, on a des multitudes de réglages. Là, tu vas me dire, bah attends, la barre anti-roulis avant, elle est plus petite que la barre anti-roulis arrière, machin truc. La barre anti-roulis arrière, c'est un tube creux. La barre anti-roulis avant, c'est un tube plein. Les points d'effort sont beaucoup plus vers l'extérieur du triangle pour augmenter la dureté de la barre anti-roulis. Sur l'arrière, on est plus vers l'intérieur pour pouvoir diminuer. En général, sur une voiture d'origine, on va avoir plus de dureté d'anti-roulis avant que sur l'anti-roulis arrière. Mais vu que nous, on a une configuration moteur central arrière, on aura plus de poids sur l'arrière, et ben, il faut regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, il faudra que je fasse des essais sur simulation, sur Assetto Corsa ou sur machin, pour voir ce qui serait l'idéal. Déjà, de regarder de base un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors, on pourrait mesurer l'effort de cette barre anti-roulis
C'est pas compliqué, on la maintient à un endroit et en fait on vient appuyer à un autre avec une balance dessous. On met un cric avec une balance dessous, ce qui fait qu'en fait en fonction de la levée, on va avoir par exemple un certain nombre de kilos par millimètre de levée. Donc il y a plusieurs façons de faire des mesures, même si on a un garage complètement bidon comme moi, tu vois, un truc complètement amateur, on peut avoir ce genre d'informations. En fonction du bras de levier, on peut aussi trouver la valeur qu'on va admettre par rapport à l'effort de la route qui va se situer au centre de la jante. Hop, par rapport à ce point-là, ici on va tirer de ce côté-là, donc en fait ça va être la distance entre là et là. Donc évidemment on va avoir une certaine mesure, tu vois, par exemple là, voilà, par rapport à ce point-là, on est à là. Mais si on met la barre anti-roulis, là, tu vois, ça fait tout ça de distance. Donc on est presque à la moitié de la course. Bref, tout ça, faut faire des essais. Le mieux, c'est de faire des essais au ressenti routier quand on n'a pas, quand on fait un truc complètement sur mesure de A à Z. De toute façon, j'ai pas un ordinateur qui me donne tout, j'ai pas machin, enfin, j'ai pas la mort qui tue avec tous les essais, toutes les torsions, tous les machins. Et en plus, en fonction du pilote, hein, les réglages sont différents parce que chacun pilote d'une façon particulière. On a aussi installé les maintiens sièges. Malheureusement, j'ai pas les sièges. Ah si, bah si, les sièges, pardon. On les a, mais en fait, bah ils sont trop petits. Voilà. Quand on les a commandés, on n'a pas vu. Ils donnaient les dimensions. On pensait que c'était un peu universel. Là, c'est mort. Ils sont trop petits. Ils sont magnifiques. Ce sont des semi-baquets. Ils sont pas très lourds en plus. 9,7 kg, je crois, d'après ce qu'ils disent. Hein, je les ai pas pesés, mais c'est pas très lourd. Donc c'est pas trop mal. Mais malheureusement, on peut pas les installer. Donc c'est chiant. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut que te dis là, voilà. Il faut absolument maintenant que je repère chaque tube, que je fasse un trait sur chaque tube qui a été 100% soudé. Par exemple, ici, là, il faut que je fasse le tour, hop, que je regarde bien autour. Une fois que c'est fait, paf, je mets un trait, c'est bon, c'est soudé, etc. Il faut que je vérifie tous les tubes individuellement. Une fois que c'est fait, il va falloir faire l'anti-rapprochement arrière et évidemment l'anti-rapprochement avant. Super important. Super important. Il va falloir découper l'aile avant d'avoir l'aile. Bah comme ça, je peux souder par l'intérieur, par exemple. Non, là, ça va. En dessous, et là, tu vois, là, c'est chiant. J'ai pas trop d'accès. D'ailleurs, ici, bon, ici, je peux le faire, mais le dessus du tube, là, il faut que je regarde si je peux le faire. Si je peux pas le faire, je ferai une découpe. Je lèverai, je ferai ma soudure, je refermerai, et puis après, terminé. Alors, il y en a un, il m'a dit, t'as qu'à faire un tour en carbone. Ouais, c'est ce que j'ai fait sur le prototype. Mais bon, ça demande du temps. Ça demande du temps, et c'est chiant. Et puis, on va pas gagner grand-chose, parce que là, sur celui-là, on est vraiment sur une plaque fine de tôle. Est-ce qu'on a besoin de... Ouais, on pourrait le faire. On pourrait le faire, mais honnêtement, c'est long et chiant. Voilà, c'est long et chiant. Je vais gagner quoi? Je vais gagner 100 grammes, 150 grammes. Et je vais perdre en rigidité. Mais bon, écoute. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Évidemment, la liaison châssis-carrosserie. Donc, ici, tu vois, il faut créer une plaque. Là, il faut ressouder encore. Pour que tout soit maintenu, il faut absolument que ça fasse intégralement partie de la carrosserie, ce châssis. Il le faut absolument. Là, ici, pareil. Tout ici, tout ici, tout ici. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, il nous reste des éléments sous le réservoir. Donc là, il faudra tout redéposer, etc. Bref, il y a encore pas mal de trucs à faire. Il faudra enlever la matière qui sert à rien. Et après, on sera pas mal pour la soudure. Normalement, je reçois le capot très bientôt. Dès que j'ai le capot, je le fous en place. Je découpe ses ailes à la noix. Ça nous fait gagner quelques kilos, mine de rien. Et après, je recrée un avant complètement sur mesure, adapté à la carrosserie, évidemment. Et ce sera super chouette. Ensuite, écoute, on avance. On avance. Et puis c'est bien, le système de freinage complet, c'est bon. Système carburant complet, il manque que le moteur. Si, il y a aussi l'intercooleur et le radiateur d'huile à poser. Donc au début, ce que je comptais faire, enfin, ce que je voulais faire, mais finalement, c'est pas une bonne idée. Oui et non. En fait, tu vois ton toit, tu le découpes. Jusque là. Hop, comme ça. La lame, tu la fais rentrer, tu la fais lisser ici.
Tu viens mettre ton échangeur RR comme ça. En fait, tu crées un conduit en aluminium qui vient souffler l'air et qui vient repartir par le dessous. Tu vois? Donc au final, on aura un écoulement d'air qui rentre là, hop, et qui ressort par-dessous. Tout le long du toit. Alors je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais... je sais pas si c'est bien pour ce véhicule-là. Sur un de mes véhicules, moi je l'aurais fait. Je l'aurais fait, mais parce que j'aurais recréé complètement la carrosserie sur mesure. Voilà, j'aurais refait une coque complète en fibre, j'aurais fait machin. Donc oui, ça, ce genre de truc, j'aurais pu le faire. Mais là, en fait, ça demande beaucoup trop de travail. Et je sais pas. Je sais pas. Esthétiquement, après, c'est quelque chose aussi. Hein. C'est particulier. Hein. D'avoir, en fait, du capot un creux qui descend, qui vient emmener l'air à l'échangeur. C'est super bien, c'est super pratique. Mais est-ce qu'il faut le faire? Je pense pas. Je pense que sinon on fera des entrées d'air par fenêtre. Donc à chaque fenêtre, hein, on aura une entrée d'air qui viendra accompagner l'air ici, directement à l'intercooleur, et on fera sûrement une sortie d'air au niveau du... comment on appelle ça? Mince. Du haillon arrière. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense. Évidemment, pour l'instant, rien n'est encore fixé parce que j'ai pas encore les éléments. Mais de toute façon, l'échangeur RR, vu qu'il est à l'arrière, il va nous falloir admettre de l'air. Sinon, il y a une autre solution, c'est admettre par en bas, ici. Donc ici, on fait un creux, on emmène l'air. Donc il y a plusieurs solutions. Mais honnêtement, la vraie meilleure solution, c'est évidemment le toit avec l'écoulement de l'air qui arrive par le dessus et qui repart ici comme, on va dire, comme par un diffuseur, quoi. Comme ça, là, on a une vraie dépression qui se passe ici. Et là, on a vraiment l'écoulement de l'air. Mais par contre, derrière, il faut créer un vrai conduit parce que sinon, l'air va venir percuter ici le haillon, etc. Il y a plein de trucs qui font que c'est super chiant, en fait. Il faut penser à tout, hein. L'air, elle va là où tu l'emmènes, si tu l'emmènes bien, si tu l'emmènes mal, elle va un peu où elle veut. Donc, faut l'accompagner. Bon, écoute, tu sais quoi, on est pas mal. Voilà, écoute, on est pas mal. Hein. Plus qu'à restructurer un peu tout le châssis pour qu'il soit bien intégré à la carrosserie, et puis après, c'est le feu. Bon, et écoute... Ça s'est plutôt bien passé, c'est plus ou moins rapide à faire. Excuse-moi, j'ai un peu de... Tu sais, quand t'as des yeux secs, quand t'es un peu fatigué. Voilà, ça va mieux. Je sais plus ce que je disais. Des barres anti-roulis, ouais. Un truc. Voilà, fin de la phrase. Donc, pour la suite... Comment ça se présente? J'aurais dû peindre cette semaine là qui arrive, sauf qu'en fait les ailes arrière que m'a amené Coupable, il les a achetées à un gars qui les a achetées au mauvais endroit, parce que ça va pas du tout, elles sont pas du tout adaptables, elles sont tordues. Donc ça veut dire que le moule, ça devait pas être un moule déjà en acier, ça devait être un moule en fibre qui n'était pas renforcé, ce qui fait que le moule il peut très bien être de travers, et quand tu crées ta pièce de travers, exactement. Donc forcément, on a une pièce de zob. C'est de la zob pur sang. On peut rien faire avec. Si on commence à créer de l'étirement sur la pièce, tiens, ça va tenir combien de temps? Jamais nulle part. Donc, il faut faire autre chose. Ça veut dire que là, on a du retard sur la peinture qui était censée être finie cette semaine. C'est sûr, hein, c'était le cas. Hein. Ça aurait été le cas, c'est sûr et certain. Si j'avais eu les bonnes ailes. Sûr, tout le reste est fait. J'ai même apprêté tous les éléments de carrosserie externe. Tout est apprêté, tout est prêt à être peint. Vois-tu, comprends-tu? Donc, ce qu'on va faire à la place, on va faire le truc que je déteste le plus au monde. Non, c'est pas ce que je déteste le plus au monde, en fait, c'est la peinture. Donc, on va dire que je suis pas très... voilà. Mais il va falloir faire le faisceau complet électronique. Vu que le moteur est en place, on va pouvoir faire l'ajustement des emplacements sur le moteur, on a le CU, on a le dashboard, on va pouvoir faire un emplacement du dashboard qui est déjà prévu, évidemment, hein, je suis pas fou. À part ça, il reste quelques détails à voir. Mais là, honnêtement, dès que je mets le faisceau, en fait, le moteur, il démarre, quoi.
Bah ouais, il faut juste qu'il me ramène encore des trucs, des éléments qui doivent être modifiés. Forcément, tout est modifié, hein. Il y a le collecteur d'échappement encore qu'on doit attendre. Il y a le papillon d'admission motorisé. Donc forcément, il faut une pédale proportionnelle qui prend la proportionnalité par résistance, qu'il va falloir programmer aussi sur la gestion, etc. Il y a encore pas mal de choses. Donc peut-être qu'en fin de semaine, le faisceau sera fini, je sais pas. Il faut que j'ai le moral, il faut que j'ai envie, tu vois, c'est une chose qui... Parce que mine de rien, sur ce véhicule, j'y suis depuis le 1er janvier. Je suis à peu près entre 4 à 6 heures par jour, parce qu'en fait je suis à plein temps. Je suis à plein temps sur ce projet, là en ce moment je travaille pas, je suis à plein temps sur ce projet. Je suis entre 4 à 6 heures par jour, 6 jours sur 7. 4 à 6 voire 8 heures, hein. Depuis, là on va être au 5e mois. Donc depuis 4 mois quoi. Ça commence à faire beaucoup de boulot. Donc forcément, des fois j'ai du coup de fatigue, écoute, comme maintenant là. Mais bon, tu parles, dès que je vais... je regarde ces films, je suis déjà fatigué. Qu'est-ce que je disais? Tu vois? Donc, mais bon, sinon, non, ça avance bien. Ça avance bien. Donc écoute, on se voit la semaine prochaine. Puis voilà, tout simplement.